L'objectif de Digital Realty, c'est de représenter un hub dans lequel se concentrent des opportunités, des services, des transformations digitales qui doivent ensuite accompagner les entreprises. Alors, c'est cet écosystème qu'on voulait maintenant réunir pour comprendre un petit peu tous les partenaires qui sont à l'œuvre dans ces hubs et ces écosystèmes. Nous avons donc ce soir, pour la table ronde suivante, un acteur des infrastructures HPC, un fournisseur de solutions cloud et un intégrateur. Et je vais donc demander maintenant à nos trois invités de nous rejoindre. René Louis Ada, General Manager chez Adista. Christophe Le Sur, Chief Executive Officer de Cloud Temple. Et Jean-Christophe Morisseau, Directeur Général France chez Lenovo Infrastructure. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous ce soir. Et là, on a un thème pour notre discussion. On a un thème qui est celui du ROI. Pas simple le ROI quand on parle évidemment d'intelligence artificielle. Donc, je vous fais confiance pour nous fournir des réponses très concrètes et très argumentées, n'est-ce pas? Et on va commencer tout de suite avec vous, Christophe Le Sur, donc Cloud Temple. Et ma première question, eh ben, elle est plutôt sur l'amont de la phase, sur le projet IA. C'est-à-dire que comment est-ce que quand on a ce type de projet, on intègre la notion de ROI le plus en amont possible, évidemment? Déjà, merci à Digital Reality d'avoir organisé cette soirée et de nous donner l'opportunité de partager un petit peu notre retour d'expérience sur ces sujets-là. Le premier sujet concernant le ROI, c'est de faire que le projet n'échoue pas. On a beaucoup parlé de technologie et vous l'aurez compris, on a besoin de data center, on a besoin de technologie de calcul, on a besoin d'énormément d'ingénierie. Néanmoins, et c'est un peu contre-intuitif, les premières causes d'échec de projets d'intelligence artificielle et de generative AI, ce sont des causes humaines. C'est le rejet que peut avoir ces technologies-là, que ces technologies peuvent provoquer au niveau de vos utilisateurs, au niveau de vos collaborateurs, simplement parce que gestion du changement, parce que en fait aussi un petit peu d'inquiétude sur qu'est-ce que je vais faire demain. Nous, on a pris une décision chez Cloud Temple depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est de généraliser la mise à disposition de ces outils pour tous nos collaborateurs. Et on s'aperçoit que Cloud Temple, c'est 300 personnes à peu près. On a moins de 15% au bout d'un an des collaborateurs qui l'utilisent de façon régulière. Plus vous êtes manager, plus vous êtes expert, plus il y a une difficulté à appréhender ces technologies. Et c'est notre responsabilité d'aider nos collaborateurs, d'aider nos clients aussi à comprendre ces technologies, au-delà de simplement de l'aspect technologique, de se focaliser sur le cas d'usage et de leur simplifier, de leur masquer toute cette complexité que l'on voit poindre. C'est le premier sujet à traiter, c'est le facteur humain. Alors, René Louis Ada, vous implémentez aussi des solutions directement chez vos clients. Comment est-ce que vous intégrez aussi cette notion de ROI? Et puis, si vous avez peut-être aussi des cas concrets ou des histoires à nous raconter? Oui, bien sûr, plein. Déjà, Pas trop non plus. Non, pas trop, non. Donc déjà, effectivement, en termes, pour rejoindre ce que disait Christophe, je connais deux personnes frustrées par l'IA. Il y a ceux qui ne l'utilisent pas et ceux qui l'utilisent mal implémenté. Voilà. Donc, il faut faire attention à l'implémentation, préparer. Et pour ça, effectivement, il y a une démarche à faire qui permet de gérer à la fois le ROI, l'adoption et faire les bons choix. Et notre démarche est toujours de commencer par le COMEX. Le COMEX, leur expliquer toutes les possibilités, leur expliquer les contraintes, leur expliquer les risques, les opportunités. C'est un point important et leur définir, leur expliquer comment ils peuvent intégrer ça dans une stratégie ou intégrer ça en fait ponctuellement sur certains sujets. Deuxième partie, c'est de faire une étude de cas d'usage. Donc, on voit avec les managers, avec des key users et on définit une liste de cas d'usage, de use case, où on décrit le cas d'usage. À quoi ça répond. On explique effectivement ce qu'il faut investir. Alors, le ROI qu'on en attend, le ROI, ça peut être financier, ça peut être du temps, ça peut être de la qualité, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être répondre aussi à des problèmes qui sont en cours, d'accord, donc qu'ils gèrent. Et ensuite, on va définir le CAPEX, les OPEX, parce qu'il y a de l'OPEX, d'accord? Il n'y a pas que l'investissement, il y a toute la gestion, l'utilisation de l'IA, ça a un coût, donc il faut bien en être conscient. Et à partir de là, effectivement, faire des notations sur tous ces cas d'usage, et puis voir avec la direction générale, le COMEX, s'ils veulent en faire une stratégie globale ou s'ils veulent implémenter simplement quelques cas. Alors, dans les cas d'exemple, je vais en donner quelques-uns.
un grand groupe hôtelier, Louvre-Hôtel pour le citer. Ils ont plusieurs problématiques. Ils ont des problématiques de turnover, comme il y a beaucoup dans ce secteur-là. Et donc, du coup, ça crée des non-qualités. Ça crée des problèmes. Parce qu'il faut former les gens vite. Et puis, en les formant vite, ce qui se passe, c'est que parfois, ils ne savent pas réagir face à une situation. Ils ne savent pas comment faire quelque chose. Donc, un des sujets, par exemple, ça a été de permettre à des personnes d'interroger. Donc, il y a des consoles qui sont disponibles pour les différents employés des hôtels. Et à tout moment, ils peuvent poser une question. Donc, ils sont reconnus, on sait qui ils sont, on sait quel rôle ils ont, on sait dans quel hôtel ils sont, on sait dans quelle région aussi, quel pays ils sont, parce que les procédures ne vont pas être les mêmes. Et ils vont poser la question et ils vont avoir effectivement un résumé de l'action qu'ils doivent faire qui sera issu de l'ensemble des procédures applicables dans ce contexte par rapport à eux et dans cette région. Voilà un cas d'usage qui est très simple et qui va permettre vraiment d'améliorer la qualité et qui va permettre d'accélérer les formations et d'avancer. Donc, deuxième cas d'usage, un petit, voilà, donc ça doit sortir là pendant les fêtes, c'est un vendeur de meubles. Et lui, sa problématique, c'était tout autre, c'était marketing, c'est que comment je peux être dynamique sur mon site web. Comment est-ce que je peux, mon site web, l'adapter comme ça pour la Saint-Valentin. Donc, il vend des meubles, il aimerait avoir des amoureux sur les canapés. Vous avez dit Noël il y a 2 secondes. Alors, j'ai dit Noël, mais je parle Saint-Valentin, mais Noël, alors pourquoi est-ce que ça va sortir à Noël? Donc, effectivement, le principe, c'est qu'il va y avoir et la rédaction, la présentation des articles et la photo des articles, en fait, donc tout le contexte, qui sera complètement contextualisé pour Noël et après pour le jour de l'an. Voilà, je reviendrai. Et la Saint-Valentin, ils auront des amoureux. Formidable. On parle de ROI. Il y a un sujet qu'on a traité un petit peu en filigrane tout au long de cette soirée, qui est celui aussi de la consommation énergétique évidemment croissante liée à l'explosion de la data. Jean-Christophe Morisseau, cette question, elle serait pour vous. Est-ce qu'on peut un peu rationaliser cette consommation énergétique aujourd'hui? Quand on aborde on entend, oui. Quand on aborde les sujets d'IA, et là on parle d'IA générative, parce qu'il n'y a pas que l'IA générative, on a aussi des cas d'usage autour de la computer vision, de l'IA analytique. Donc sur la partie générative, on sait tous qu'en fait on a une augmentation de la puissance, on a besoin de beaucoup de puissance informatique. Donc en fait, l'équation, c'est de se dire comment je fais en sorte de pouvoir accueillir et accepter une puissance bien plus importante dans un data center. Cette puissance informatique, elle va m'obliger à penser à la consommation électrique. Et cette consommation électrique, elle vient avec un petit souci, c'est qu'en fait, plus je consomme, plus je dissipe et plus je perds d'énergie. Et donc, ça, c'est la deuxième dimension, la dimension de la consommation électrique. On en a parlé effectivement en filigrane. Et le troisième élément, c'est l'utilisation des mètres carrés. Parce qu'en fait, on a besoin d'ajouter de la puissance, mais ça prend de la place. Et toute la question aujourd'hui, c'est d'arriver à gérer ces trois dimensions dans des logiques de ROI pour se dire comment je fais en sorte de pouvoir avoir plus de use cases dans le même nombre la même place, en consommant toujours plus, mais en dissipant toujours moins. Donc c'est vraiment ça l'équation. Et c'est ces sujets-là qu'on aborde quand on traite les sujets d'IA. Donc là, on a parlé des cas d'usage au niveau des utilisateurs. C'est un peu l'image du paquebot où en fait tout le monde s'amuse sur le pont. On est tous avec nos coupes de champagne et plus ça va, plus on boit. Mais à la cale, il y a des gens qui travaillent. Et en fait, il faut que le bateau continue à avancer et puis il doit aller de plus en plus vite. Nous, on est à la cale. On utilise vraiment tous les outils à notre disposition pour faire en sorte de travailler sur l'efficience avec des équations à plusieurs inconnus. Et c'est tout l'enjeu de ces questions de ROI, d'optimiser ces trois éléments principaux. Et puis, il y a évidemment pas mal d'avancées technologiques aussi, d'innovation. Donc, c'est assez intéressant. Là aussi, les choses bougent très vite, même peut-être au fond de la cale du bateau, notamment grâce à des systèmes de refroidissement. Est-ce que là, vous pourriez nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne et l'impact que ça peut avoir? Alors, Fabrice, tout à l'heure, parlait de la limite de la physique. Et ben, on y est, en fait. On arrive à un moment où, en fait, on a traditionnellement refroidi des data centers avec de l'air. L'air arrive à sa limite. On est sur des tels niveaux de puissance que des acteurs comme NVIDIA nous disent que les nouvelles générations de GPU, les Blackwell, les GB200, ne pourront plus être refroidis à l'air. On est obligé de passer à une autre technologie. Et donc, on arrive à un point de rupture où en fait, on va être obligé de passer à l'eau. Alors, la bonne nouvelle, c'est que chez Lenovo, là, on est dans un temple du luxe. Quelque chose qui est important dans le luxe, c'est l'héritage, c'est l'histoire.
Lenovo est une société qui en fait, a racheté il y a 10 ans une technologie d'IBM dans la partie x86 avec une culture très forte dans le data center et dans le mainframe. Et il y a une technologie dans le mainframe qui est très répandue, qui est le water cooling ou le DLC. Et c'est quelque chose qu'on a immédiatement appliqué à nos technologies. Ça fait 10 ans qu'on fait du water cooling. D'abord dans le HPC, donc tout ce qui est grand calculateur. Aujourd'hui, on a environ 30% de part de marché mondial sur ce domaine-là, qui nous amène cette capacité à maîtriser cette puissance, cette dissipation de chaleur. Et en fait, le système est bête comme chou. En fait, on construit des serveurs dans lesquels on met des radiateurs. Et en fait, on est sur un système de chauffage central dans lequel vous avez des baies, dans lequel vous avez des racks, des serveurs. Et sur ces serveurs, vous avez des réseaux de cuivre qui passent et qui vont aller chercher la chaleur là où elle se crée, sur le processeur, sur les barrettes mémoire. Et en fait, on va créer des réseaux qui vont permettre d'aller chercher la chaleur où elle est et de l'extraire du serveur pour en fait la sortir à travers des réseaux d'eau chaude qui vont permettre de... Alors, c'est contre-intuitif, on refroidit avec de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'un processeur, c'est très chaud et une eau tiède, une eau chaude qui rentre, en fait, on travaille sur les différentes températures. Donc, tout l'enjeu de la recherche de la R&D aujourd'hui sur l'adoption et l'accompagnement de cette IA, c'est d'arriver à mettre de l'eau dans les serveurs et de faire en sorte que ces data centers puissent vraiment être refroidis à l'eau. Et donc, ça amène quoi comme bénéfice? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des data centers qui ont ce qu'on appelle des PE, qui sont en fait des facteurs de dissipation de chaleur entre 1,50, 1,60 pour un data center traditionnel. Quand on est super optimisé, on arrive à 1,30. Ça veut dire qu'on utilise toujours 30% d'énergie pour la chaleur. Et ben en fait, l'eau nous amène à des facteurs de 1,05, 1,06. Et on a annoncé à notre Tech World il y a pas plus tard que 3 semaines, en fait, des machines qui arriveront en juin prochain avec des facteurs de 1. Donc on arrive maintenant à récupérer 100% de la chaleur et à l'extraire des serveurs pour faire en sorte d'optimiser cet impact au niveau de l'utilisation énergétique. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Et donc pour finir, je donnerai un use case, moi aussi. On a un client qui est une référence connue, qui est DreamWorks, qui est donc la société, le studio, et qui a mis en place donc cette technologie avec une contrainte de place. Ils avaient besoin de plus de puissance dans le même nombre de mètres carrés, et donc ils ont pu gagner avec des technologies DLC 30% en termes d'utilisation de l'énergie. Un truc qu'on oublie, c'est qu'en fait, si on met de l'eau, mais plus de ventilateur, le ventilateur, ça prend de la place, et à la place du ventilateur, on met quoi? On met des GPU, on met des CPU, on met de la mémoire, et donc on arrive encore à densifier et à faire en sorte d'amener, en plus d'économie d'énergie, plus de puissance. Et donc, DreamWorks a réussi à amener 15% de puissance en plus dans son data center en réduisant sa consommation électrique. Et eux, ils ont une métrique, c'est le pixel généré par mètre carré. Et ce pixel par mètre carré, ils ont pu l'augmenter parce qu'ils ont justement travaillé sur tous ces vecteurs. C'est amusant, effectivement, de voir les préoccupations diverses des entreprises et comment ils les matérialisent. Préoccupations des entreprises, justement. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la sécurité de la donnée. On entend parler d'enjeux de souveraineté, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique. Comment est-ce que ça, vous pouvez le travailler aujourd'hui avec vos clients, René Louis Ada? Alors, effectivement, c'est un vrai sujet. La sécurité des données, c'est déjà, est-ce que mes données que je mets en input et en output restent bien dans mon contexte entreprise, ne soient pas exploitées ailleurs, directement ou indirectement. C'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est la sécurité des données en interne. C'est être sûr, effectivement, qu'on maîtrise bien les droits d'accès en interne aux data, parce que l'IA va chercher de l'information partout. Si jamais on ne maîtrise pas, si on planifie, on ne définit pas les sources d'information correctement, et elle va chercher de l'information là où un utilisateur n'irait pas chercher de l'information. Et surtout, elle va rendre intelligibles des documents qu'un utilisateur lambda n'aurait pas forcément compris en première lecture. Ça, c'est le premier point. Alors après, effectivement, la souveraineté, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on a les grands clouders dont les économies des différents pays deviennent forte dépendance. Ils cumulent richesse et data. Donc, il est important de pouvoir éclater un peu ces sujets-là et de pouvoir effectivement avoir des réseaux data centers comme Digital Realty, effectivement, avec toutes les capacités qu'ils proposent pour bénéficier d'ordinateurs de Lenovo, etc., avec du refroidissement liquide. Bon, tous ces sujets, nous, on est intégrateur de ces solutions-là, infogéreur de solutions, et on est capable donc de pouvoir créer des espaces
d'IA en fait qui seront gérés localement. Et d'ailleurs, on a répondu à un appel de projet français sur un IA souverain, voilà, qui sera certainement mis en œuvre. Alors, je sens que votre voisin qui représente le monde du cloud a très envie de répondre. Comment est-ce que vous vous saisissez de votre côté de ces sujets? Le métier de Cloud Temple, c'est de fournir des infrastructures de calcul labellisées par l'ANSSI en France avec la qualification SecNumCloud. Et depuis maintenant quelques semaines, on met à disposition de tous nos partenaires et de nos clients la possibilité d'utiliser des modèles de langage large, en particulier NVIDIA NeMo, directement en environnement qualifié SecNumCloud, avec toute la sécurité et le tampon de l'ANSSI, et avec, pour le client, extrêmement de facilité. Alors, on a beaucoup de clients qui sont ce qu'on appelle des ISV, c'est-à-dire des éditeurs de logiciels, qui viennent consommer la puissance de calcul en environnement SecNumCloud de façon très simple, simplement en achetant des tokens, comme le disait Madame tout à l'heure. Ça se fait aujourd'hui bien et c'est la vision que l'on a, simplifier au maximum ces technologies-là, même si on l'a compris, il y a énormément de technologies sous-jacentes. Cette puissance de calcul pour Cloud Temple, elle est chez Digital Reality. On utilise la technologie NVIDIA à la fois pour le calcul, mais aussi pour les modèles en environnement SecNum. Et devant vous, je vais faire un pari. Je pense qu'il y a des métiers qui vont être fortement impactés, et ce que j'appelle, c'est ce que j'explique à mes équipes, fortement impactés, notamment au niveau des ressources humaines, au niveau des avant-vendeurs. Ça veut dire que dans quelques mois, voire quelques années, ne pas utiliser ces technologies-là, ça tiendra quasiment de la faute professionnelle. Vous ne pourrez plus en fait avoir aujourd'hui une réponse à appel d'offres dans lequel vous avez des fautes d'orthographe, dans lequel il n'y a pas une réponse extrêmement précise à un besoin client. Vous ne pourrez plus en fait avoir une analyse fine d'un certain nombre de sujets dans les métiers. Ce ne sera plus acceptable parce que la technologie sera massivement disponible pour augmenter le niveau de qualité attendu par le client à coût fixe. C'est pour ça que, et c'est peut-être si j'avais une seule chose à dire à l'Assemblée, poussez vraiment au sein de vos entreprises, vos utilisateurs, vos personnels à se former et ayez des programmes de transformation de vos propres entreprises en interne autour de l'intelligence artificielle. Posez-vous tous la question aujourd'hui, est-ce que vous faites votre travail au quotidien en utilisant ces outils-là? Je pense que pour malheureusement une majorité d'entre vous, au-delà de quelques questions à ChatGPT pour traduire quelque chose, résumer un mail ou une réunion, ça ne va pas beaucoup plus loin. Or, aujourd'hui, la technologie permet d'avoir des développements logiciels complets de façon totalement automatisée, avec une documentation qui est totalement automatisée pour répondre à des besoins temps réel d'utilisateurs. Les gens qui font notamment du helpdesk, les premiers niveaux de réponse de helpdesk, aujourd'hui, vous avez des technologies qui permettent de remplacer complètement ce premier niveau avec un niveau de qualité qui est absolument incomparable, multilingue. Ça va impacter fortement. Et la seule question, en fait, que, à titre personnel, en tant que patron de Cloud Temple, je me pose, c'est je préfère penser le changement que changer le pansement. Difficile de rebondir après ça. Vous avez... Dites-vous qu'on est à l'aube d'une révolution industrielle. Pour les plus anciens d'entre vous, vous l'avez peut-être vécu avec l'apparition d'Internet. L'apparition d'Internet, on a eu quelques années pour s'y préparer, entre guillemets, fin des années 90 jusqu'à milieu des années 2010. Là, on est sur des évolutions qui se comptent en semaines et en mois. Il y a une vélocité dans cette révolution technologique qui n'a jamais été aujourd'hui perçue dans le monde réel sur les 30 dernières années. C'est de ce niveau-là. On a cette chance, moi je considère que c'est une chance, de vivre une révolution industrielle. C'est de ce niveau-là et c'est cet impact-là que vos clients et que vos entreprises vont devoir affronter. Alors justement, on a des entreprises en face. Est-ce que vous souhaitez aussi je ne sais pas, est-ce que vous avez un conseil pour se lancer ou un message aux entreprises, Jean-Christophe, René-Louis? Oui, il faut penser effectivement le changement à l'avance. Il faut le réfléchir, le planifier, se faire accompagner. Ça va vite. Et en fait, il y a beaucoup de craintes effectivement de l'IA par les utilisateurs. Ils ont peur de perdre leur poste. Mais si jamais ils n'appréhendent pas l'IA, ils vont perdre leur poste. S'ils appréhendent l'IA, ils garderont leur poste. Ils vont développer leurs capacités. C'est avant tout un sujet humain. La première cause de rejet, j'insiste, hein, je l'ai vu chez au moins 5 clients et je l'ai malheureusement vu et je le constate en interne, c'est l'humain. C'est la peur du changement et que va être mon métier demain. Et ça, vous le savez tous, hein, la gestion
du changement au niveau des collaborateurs. C'est du temps, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'explications, beaucoup de formations. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut se concentrer et nous laisser Digital Realty, Dista, Lenovo, les aspects plomberie technique. Exactement, On est des plomberie plombiers et des technique. électriciens, c'est vrai que c'est un beau métier aussi. Moi, je pense que si on arrive tous à commencer à avoir plus de maturité par rapport à la technologie, on a pris une grande vague là depuis 2 ans, et qu'on commence à remplacer artificiel par augmenté. Ça n'a rien d'artificiel. En fait, on est dans un sujet d'augmentation, d'accélération. On est sur des algorithmes qui n'ont rien d'intelligent. Et on est sur des outils modernes qui nous permettent d'augmenter, d'accélérer notre productivité, le service au client. Et je pense qu'à partir du moment où on aura tous intégré qu'on est dans cette logique d'accélération et d'augmentation, et qu'on sortira un petit peu du mythe de l'intelligence artificielle, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et il y a tout un travail d'éducation à faire, d'explication à tous les niveaux de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que ce soit à nos collaborateurs qu'il faille le plus expliquer. Si vous prenez aujourd'hui des taux d'adoption d'intelligence artificielle, de ChatGPT par exemple, ou Copilot, vous posez la question à une assistance qui serait composée de jeunes de 18 à 25 ans qui sont tous des étudiants. Je pense qu'on doit être sur des taux d'utilisation à 200%. L'adoption, elle est déjà là, si vous voulez. Donc demain, nous, chefs d'entreprise, nous, dirigeants, il va falloir qu'on intègre ces générations qui sont natifs. Et c'est un vrai enjeu. Et il faut qu'on comprenne que c'est vraiment un mouvement de fond qui va vraiment transformer. Et charge à nous d'expliquer, d'accompagner ce changement et donc d'enlever ce mot artificiel pour arriver à le rendre beaucoup plus, je dirais, consommable, Je suis acceptable. d'accord. Tout à l'heure, quand je parlais effectivement de perte de poste, que si jamais les utilisateurs ne se mettent pas, pour les plus anciens, voilà. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises, hein. C'est un facteur de compétitivité. Et si les autres entreprises concurrentes ont plus de compétitivité, c'est un vrai sujet. Les plus gros consommateurs de tokens sont les alternants. Ça doit pousser en fait le management à réfléchir. Et je te rejoins, René Louis. Les premiers à former, à convaincre, c'est le COMEX, quoi, c'est le comité de direction. Vous êtes le moteur, le principal moteur de réflexion dans vos entreprises, d'où va cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fera et à quel prix, dans quelle valeur elle va produire dans les années qui viennent. C'est maintenant en fait que sur ces sujets-là, ça se joue. Et on comprend effectivement que ça se joue ensemble, comme le disait Fabrice Cocchio tout à l'heure, au sein d'écosystèmes et en conjuguant les différentes parties prenantes en présence. Merci beaucoup de nous avoir donné à voir Merci, votre Ingrid. vision à tous les trois. Merci.